Voilà justement, Madame Epagna, quand vous avez essayé d'égrener une partie de votre programme, vous avez parlé de gouvernement de transition. Alors, en gouvernement de transition, issu de quoi? On veut essayer de comprendre. Vous participez aux élections. Alors, souhaitez-vous une révolution et comment comptez-vous vraiment prendre le pouvoir pour mettre à exécution, justement, votre programme? Peut-être peut-on considérer que nous souhaitons une révolution pacifique, oui, une révolution qui bouleverserait effectivement les institutions camerounaises, qui bouleverserait l'économie camerounaise, qui bouleverserait la politique et la façon de faire la politique au Cameroun, oui, oui, de ce point de vue-là, certainement. Mais pas révolution au sens de on veut couper les têtes, etc. S'il y a des têtes à couper, elles le seront symboliquement, non pas concrètement et pratiquement. Et ça veut dire que ceux qui doivent passer en jugement pour les crimes commis contre ce pays et contre cette population passeront en jugement. Et ne feront pas des 15 ans renouvelables en prison. Enfin, on les jugera correctement. Bon, ça c'est la première chose. Alors, après, nous ne refusons pas, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous ne refusons pas de participer aux élections. Nous comptons prendre le pouvoir par la voie pacifique, par la voie électorale. Mais il est bien évident que faut-il encore qu'on nous le permette. Et c'est bien le problème pour l'ensemble des forces alternatives camerounaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions n'existent pas pour que d'autres forces politiques prennent le pouvoir au Cameroun. Et c'est ce que nous dénonçons. Et le préalable pour nous, à toute élection, à tout scrutin digne de ce nom, est la mise en place d'une CENI. C'est le premier point, déjà des 6 points, des 6 conditions qu'on énonce depuis quasiment 2000. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce programme-là. Donc nous prenons le pouvoir, et la première des choses que nous ferons sera la mise en place d'un gouvernement de transition. Nous sommes des observateurs de la vie politique, sociale, économique avertis, et nous savons quelles sont les forces vives de ce pays. Et au-delà des forces politiques, on sait très bien qu'il y a dans ce pays énormément de gens qui se battent dans tout un tas de domaines, y compris au plus petit niveau, même dans les quartiers, dans les villages, et qui font des choses extraordinaires, formidables, avec aucun moyen, et avec aucune promotion. Donc nous souhaitons que toutes ces forces vives-là émergent et puissent apporter leur pierre à l'édifice. C'est ce que nous voulons. Et quand on parle de gouvernement de transition, c'est justement dans la perspective de dire on ne fera pas seul. On est bien convaincu qu'on ne pourra pas faire seul. Et qu'aujourd'hui, on ne veut pas, comment dirais-je, reconduire avec notre propre force politique ce que fait le RDPC. On est bien convaincu que les forces vives de ce pays-là, ce vivier n'est pas qu'à l'UPC. Ce vivier existe dans tout un tas d'autres sphères de la société camerounaise. Et par conséquent, on souhaite mettre tout le monde à profit pour construire ce Cameroun-là. Alors justement, bon, si on revient à ces élections qui se déroulent demain justement au Cameroun, on voit certains partis, notamment le MRC, je crois. On a eu un de leurs candidats qui, pour lui, n'est-ce pas, après avoir dénoncé cette élection, considéré cette élection d'illégale, finalement revient dans le jeu politique parce que l'ECAM a accepté la candidature du parti. Bon, nous l'écoutons et ensuite on va en débattre après. Je voudrais vous rappeler quand même que le professeur Maurice Kamto, président du MRC, avait publiquement dénoncé l'illégalité des sénatoriales. Vous vous souvenez très bien. Tout à fait. Donc, il avait estimé que les élections sénatoriales étaient antidémocratiques, illégitimes et illégales, parce que le collège électoral qui devait voter les sénateurs était composé des conseillers municipaux dont le mandat était arrivé à expiration. Il avait été prorogé par décret présidentiel. Donc à ce moment, le MRC n'était même pas du tout intéressé par le processus électoral des sénatoriales, mais a quand même tenu à dénoncer publiquement. Donc c'est pour vous dire que la dénonciation fait partie des moyens qui ont été choisis par le MRC pour dire quand un texte n'est pas bon.
Bon, maintenant, vous savez, le processus électoral, ça se construit sur la base des critiques. Si on s'abstient d'aller aux élections et on se contente de critiquer, je pense que la critique peut être insuffisante. Il faut aller à l'élection pour avoir effectivement les moyens pratiques pour critiquer à l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous, le MRC, avons décidé d'aller à l'élection. Justement, il y a quand même aussi un problème par rapport à tous les partis politiques au Cameroun. C'est que de la même façon que le RMC a fait dénoncer à longueur de journée, surtout quand il y a une élection, finalement, ils acceptent toujours les résultats. On se pose des questions, on se demande ce qui se passe réellement. On ne peut pas dénoncer des élections, y participer constamment, mais derrière les accepter et revenir après. Que se passe-t-il? Schizophrénie, qu'est-ce qui se passe? Je suis assez d'accord avec vous. En ce qui nous concerne, ça nous paraît plutôt incohérent d'être dans une posture de dénonciation du processus à tous les niveaux, y compris des résultats, et en même temps de ne jamais tirer les leçons de tout ça. C'est vrai que, pour ce qui nous concerne par exemple, on a fait l'expérience de participer aux élections, et on a fini par tirer les leçons des conditions dans lesquelles ces processus-là électoraux se tenaient. Et à un moment donné, on s'est dit non, mais on ne peut pas continuer à servir de caution à ce système-là. Par conséquent, ce qui serait très souhaitable, c'est que tous ceux qui estiment, toutes les forces qui estiment aujourd'hui que les conditions n'existent pas pour participer aux différents scrutins, se coalisent pour créer un rapport de force en faveur de, justement, la mise en place d'un processus digne, transparent, démocratique, etc. Et les gens veulent toujours faire cavalier seul. C'est ça le tort et l'erreur que... Et pourquoi, justement, on se dit que votre rêve est utopique? Une force coalisée qui va contre, disons, le RDPC, hein, que vous dénoncez, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, je pense que c'est possible. Je crois qu'il faut qu'émergent dans ce pays de vraies forces politiques. Quand je dis de vraies forces politiques, dignes de ce nom. Pour moi, une vraie force politique, c'est une force politique qui a des militants, qui a un fonctionnement, une organisation, qui a une représentation ou une représentativité sur l'ensemble du territoire national. C'est pas un clan, c'est pas un parti de tribu, c'est pas un parti familial, c'est un parti qui a une représentativité sur l'ensemble du territoire national, qui porte un projet politique, aussi bien au plan national qu'au plan local, et qui a des choses à défendre, qui défend des valeurs, des orientations, une éthique. C'est vraiment redonner toutes ces lettres de noblesse à la politique. C'est pas du tripatouillage, c'est pas de la magouille, c'est pas des enveloppes qu'on va chercher à Yaoundé. C'est pas ça la politique. On ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'est une erreur de croire que on va pouvoir sauver ou défendre et avancer dans ces conditions-là. Je pense que l'alternative, c'est que toutes les forces dignes de ce nom qui veulent vraiment changer ce pays et éviter, ça je l'ai dit tout à l'heure, éviter qu'on ne sombre dans un bain de sang éventuellement, parce que malheureusement l'après-Biya est inquiétant. L'après-Biya est inquiétant parce qu'on ne crée pas les conditions aujourd'hui pour poser des jalons nous permettant de sortir disons, la chape de plomb dans laquelle on est. Et donc, bon, l'homme n'étant plus là, le risque c'est que le système s'écroule comme un château de cartes. Mais justement, vos adversaires du RDPC qu'on reçoit de temps en temps considèrent que aucun parti politique au Cameroun n'est national. Ça, c'est leur première revendication, n'est-ce pas, celle d'être partout au Cameroun, alors que ce n'est pas le cas des autres partis qui concourent avec eux. Une façon de dire que chaque fois que vous allez, enfin les partis d'opposition vont à une élection, ils crient à la tricherie, alors que finalement ils ne sont même pas représentés. Alors je peux vous dire que pour ce qui nous concerne, est fidèle à la tradition de nos fondateurs que sont Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumié et Ernest Ouandié. Nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire national, certes de façon inégale, bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais malgré toutes les difficultés qui nous sont faites, on a, et on met un point d'honneur
avoir une représentation sur l'ensemble du territoire national. Et c'est bien regrettable que beaucoup de partis ne soient pas dans cette même dynamique. En ce qui concerne le RDPC, c'est un parti gouvernemental. Les gens ne sont pas dans ce parti par conviction. Ils sont dans ce parti, bien sûr, parce que c'est comment dirais-je, c'est le sésame qui vous permet de régler vos problèmes. Un travail, un problème administratif, une promotion sociale, etc. etc. C'est pas pour défendre des convictions, pour défendre un système, pour défendre des valeurs. Bien entendu, on le sait tous. Et on sait très bien que au moment des élections, justement, ça me donne l'occasion d'en parler. L'un des travers qu'on peut observer, c'est que les fonctionnaires ont intérêt à être sur le pont. Les fonctionnaires sont de gré ou de force en campagne pour le RDPC au moment des élections. Ça, tout le monde le sait. Chacun d'entre nous a des parents ou des amis qui sont fonctionnaires. On sait très bien que si tu n'es pas en campagne pour le RDPC au moment des scrutins, tu peux être facilement dégommé. J'ai une question, Madame Augusta Ipagna. Vous avez tout à l'heure parlé de coalition possible. Et pourtant, toujours au sein de l'opposition camerounaise aujourd'hui, ou du moins ce qui constitue aujourd'hui l'opposition camerounaise, certains de vos camarades dits de l'opposition arguent qu'il est constamment constaté que la plupart des partis politiques dits de l'opposition sont aux côtés du RDPC, non pas pour revendiquer le pouvoir, mais pour le partager avec eux. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il est de même possible d'obtenir une coalition des partis de l'opposition pour combattre le RDPC? Je note qu'un candidat du MRC refutait totalement l'idée d'une opposition autour d'un candidat unique dit de l'opposition contre le RDPC parce que la plupart de ces partis sont simplement, on va dire, des partis qui travaillent pour le RDPC et non pour l'alternative au Cameroun. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je pense que toutes les forces politiques qui font l'erreur d'avoir cette démarche, d'être plutôt dans une logique de partage du pouvoir avec le RDPC, se trompent et finiront aux oubliettes de l'histoire. Parce qu'il arrivera bien à un moment où le peuple camerounais, dans des partis ou hors des partis, va revendiquer aussi sa part de bienfaits et sa part comment dirais-je, de retombées, des richesses de ce pays qui sont fort nombreuses. Le Cameroun est un pays très riche à tous les niveaux, au niveau de son sol, son sous-sol, etc. Et puis, y compris en cadre également. Donc, à un moment donné, avec ou sans ces partis, le peuple camerounais revendiquera. Ça, c'est certain. Il vaudrait mieux que ce soit avec ces partis, parce que quand la revendication n'est pas organisée, n'est pas canalisée, on sait où elle commence, on ne sait pas où elle peut finir. Donc, ce serait mieux que ce soit. Mais je pense que si ces partis continuent à commettre comment dirais-je, à prendre cette mauvaise direction, de vrais partis proposant de véritables alternatives politiques finiront par voir le jour. Parce que je pense qu'il y a toute une jeunesse camerounaise qui est de plus en plus éclairée, qui voyage, qui s'informe, etc. et qui aspire à autre chose. Sans compter que à l'extérieur, nous qui sommes dans la diaspora, nous voyons à quel point la crise est profonde dans tous ces pays occidentaux-là. Et donc, quand on pouvait de temps en temps plus ou moins s'en sortir en quittant le pays, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que les gens qui sont cadres, qui sont formés et qui vivent en dehors du Cameroun, qui vivent en Occident, aux États-Unis, etc., ont envie d'apporter leur pierre à la construction de ce pays. Moi, je connais énormément de jeunes Camerounais, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont de solides formations et qui ont envie de contribuer au développement du Cameroun. Par conséquent, envie de mettre leur savoir au service du Cameroun et de l'Afrique d'ailleurs. Donc voilà, je pense que de gré ou de force, à un moment donné, on ira vers cette direction. Parce que l'impasse ne peut pas être éternelle. On finira par sortir de l'impasse. Ça ne peut pas indéfiniment continuer comme ça, avec un appauvrissement toujours plus grand, etc. Et une minorité qui continue à s'enrichir. Justement, vous savez que bon, par rapport à cette élection-là, ces élections qu'il y a demain, les élus, ceux qui auront les seuls suffrages, on va dire, du peuple, seront là pour 5 ans. Au niveau des communes, au niveau de l'Assemblée nationale, et l'élection présidentielle qui aura lieu, je crois, aussi dans 5 ans, sans compter les sénateurs qui viennent d'être élus. Alors, que ferez-vous
pendant ces années-là pour exister? Nous, enfin, contrairement à d'autres forces, dont notamment les UPC gouvernementales, qui font beaucoup de brouhaha systématiquement à la veille des scrutins électoraux, mais aussi de beaucoup de partis dits de l'opposition, nous existons tout à fait en dehors des scrutins électoraux. Alors, on est, avec les moyens qui sont les nôtres, on est dans les luttes revendicatives qui se mènent dans tout un tas de domaines, donc on est aux côtés et avec ceux qui revendiquent sur des tas de fronts de lutte, hein, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les étudiants, que ce soit bon, enfin, dans certaines entreprises, etc. Mais on essaie aussi d'avoir une activité, on organise régulièrement des conférences de presse sur des thématiques diverses et variées concernant la vie du pays. Nous organisons, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, des universités populaires. Et au quotidien dans les quartiers, nous projetons des films, nous essayons de conscientiser les jeunes, de conscientiser la population, là où nous sommes implantés, pour que les gens prennent leur vie en main. Dans les villages où nous avons des militants, nous essayons de voir comment organiser des coopératives, comment mutualiser les petits moyens qui peuvent exister à telle ou telle échelle. On essaie de générer aussi des petits projets sociaux, parce qu'on sait très bien aussi que, évidemment, si les gens n'ont pas de quoi subsister, n'ont pas le minimum, c'est difficile de les intéresser à des choses un peu plus élevées, etc. Il faut assurer. Donc on essaie vraiment de façon inlassable et constante. Et d'ailleurs, moi je vous invite, parce qu'on produit énormément, enfin, du point de vue des propositions. Donc on a, comme je vous l'ai dit, un projet politique, on a notre manifeste municipal, on avait effectivement, comment dirais-je, fait une proposition de loi électorale en 2000 également, qu'on avait d'ailleurs envoyé aux peines perdues dans ces conditions-là, de penser qu'on aura on nous portera une oreille attentive. On produit énormément du point de vue des propositions. Et donc, on ne sera pas démunis si demain on arrive effectivement aux affaires dans ce pays. On ne sera pas démunis. Dans tous les domaines, mais y compris dans le domaine culturel, parce que c'est une aberration que 53 ans après une soi-disant indépendance, mais c'est vrai pour l'ensemble des pays africains, mais plus encore en Afrique centrale, nos langues de communication ne soient que le français et l'anglais. Qu'on n'essaie pas de promouvoir un tout petit peu nos langues. Ça, c'est une aberration. Qu'on n'essaie pas de promouvoir notre musique, notre culture. Tout se fait à l'extérieur. C'est une aberration. Pourquoi? Pourquoi? Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut dire, on a une réflexion, on a des choses à dire, etc. On ne parle pas de la question économique, hein, où on ne maîtrise absolument pas nos ressources. Là, évidemment, tout se fait par le biais des multinationales qui contrôlent nos richesses et viennent nous vendre les produits manufacturés à partir de nos matières premières. Donc c'est quand même complètement... on marche sur la tête. Mais justement, quelle est la portée de votre discours, notamment sur le terrain? Est-ce que vos militants vous suivent réellement? Qu'est-ce qui vous dit que ces derniers, par exemple, ne vont pas voter demain pour tel ou tel autre parti? Est-ce que réellement votre mot d'ordre est suivi sur le terrain réellement? Est-ce que vous avez une espèce de baromètre qui peut vraiment le prouver? Monsieur Alain Jules, sans vouloir vous faire offense, vous-même vous rappeliez tout à l'heure la désaffection qu'il y a à l'égard des élections. Il n'y a pas de meilleur baromètre que celui-là. Si les gens étaient convaincus, alors je ne dis pas que c'est du seul fait de notre campagne, mais si le pouvoir avait réussi à convaincre les Camerounais qu'aujourd'hui, les différents scrutins là qu'on organise, c'est bon et ça va permettre d'avancer, etc., ils participeraient pleinement, ils iraient voter massivement. Or, on sait très bien que lors des dernières élections, il y a eu à peine 20% de participants. À peine 20%. Donc l'inscription sur les... Nous on dit 12 millions. Aujourd'hui on est 20 millions de Camerounais, même si on est peut-être un peu plus d'ailleurs, parce que comme les recensements sont complètement fantaisistes. Mais on dit, il faut... Normalement, au regard de ce que doit être la population camerounaise aujourd'hui, il faudrait qu'on ait au moins 12 millions d'inscrits. Or aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a même pas 3 millions. On parle de 7 500 000.
on demande à voir. Hein. Je ne suis pas là pour ouais, le confirmer ou l'infirmer. En tout cas, on sait que la participation est très faible. Mais justement, ça c'est un enjeu, ça on va dire. On verra le degré de participation. Peut-être que ce sera un indicateur. Mais le dernier on va paramètre... des approbations, oui, effectivement, la dernière élection. Hein, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, je veux dire que ça prouve bien que, à la limite, bon, en plus de notre mot d'ordre qui est, pour le moment, c'est une mascarade électorale, ça ne sert à rien d'y participer, mais il faut être actif et imposer les critères dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est qu'à ces conditions-là qu'on pourra pleinement participer. Alors là, pour le coup, on va pleinement participer et on va se donner les moyens de contrôler le processus, mais dans les conditions actuelles, bon, 20%, c'est rien. Et est-ce qu'on aura même 20% là? Est-ce qu'on aura 20% à ces prochaines municipales et législatives? Donc ça prouve bien que le mot d'ordre est suivi. Grâce à nous ou malgré nous, en tout cas, il est suivi. Ça, c'est clair. Bon, alors, Madame Augusta Ipagna, il y a une opinion camerounaise aujourd'hui qui est convaincue de ce que occulter l'influence occidentale dans les capacités de gouvernance dans nos États d'Afrique, c'est avoir tout faux sur les réels problèmes dans nos États africains. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que on vit dans la diaspora et pour peu qu'on soit un peu immergé dans la vie sociale, la vie politique, la vie associative, militante de ces pays-là, il y a une opinion publique qui aujourd'hui considère effectivement, contrairement à ce que ça a pu être il y a une vingtaine d'années, que c'est vrai que l'Afrique est leur réservoir et que le pillage et la façon dont on traite nos peuples n'est pas normale. Donc je pense qu'il y a une opinion publique qui prend de plus en plus conscience justement que l'Afrique est dominée et pillée et que finalement l'ordre colonial d'hier n'est pas si loin et qui ne trouve pas ça juste. Donc je crois que dans ces pays-là, il y a des forces sur lesquelles on peut s'appuyer pour dénoncer la façon dont leurs États continuent à dominer et à piller et parfois à soutenir des dictateurs dans nos pays. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a un certain nombre de pays émergents avec lesquels il faut que nous renforcions considérablement nos relations. Et c'est avec eux qu'on doit prendre langue, c'est avec eux qu'on doit créer des ponts. Et je crois que c'est avec eux qu'on va construire le monde de demain. Parce que les forces de demain, je crois que l'Occident est sur le déclin. Les forces de demain, ce sont les forces qui viennent d'Afrique, Amérique latine, etc. Je crois que là, ce sont des pays qui ont été colonisés, dominés, pillés, piétinés, et qui continuent souvent à l'être, mais dans lesquels on voit qu'il y a un vrai bouillonnement. Et je crois que chez nous également, il y a de plus en plus une opinion publique qui commence à relever la tête. Quand Gbagbo, les forces françaises sont intervenues pour, comment dirais-je, arbitrer le conflit électoral entre Gbagbo et Ouattara, on a vu les opinions publiques africaines, notamment la jeunesse, se soulever et s'élever et être vraiment scandalisée et dénoncer fortement cette intervention française pour imposer Ouattara. Et on a vu effectivement même parfois des débordements qui allaient même dans le sens d'agresser certains Français qui vivaient dans nos pays. Et on a assisté à plusieurs incidents dans les capitales africaines. Et la façon dont, jusqu'à maintenant, nos amis ivoiriens continuent à revendiquer que justice soit faite à l'égard de Gbagbo, et comment les Africains et les Camerounais, moi je peux vous dire que j'ai été dans beaucoup de manifestations ivoiriennes qui revendiquaient donc que Gbagbo soit libéré, etc. Et les Camerounais sont très présents dans ces manifestations, très très présents. Donc ils se sentent très concernés par la question de la souveraineté de nos pays, et du Cameroun en particulier. Avant d'arriver à la conclusion de cet entretien avec vous, peut-on finalement dire que le Cameroun se retrouve dans une espèce d'impasse depuis 53 ans et que finalement les forces en présence
font le jeu de ce pouvoir qui est là. Parce que du président Ahidjo au président Biya, ce sont les mêmes hommes qui traversent tout ce temps-là. On ne voit pas émerger, effectivement, du leader charismatique. À défaut, certains leaders qui arrivent comme ça, John Frondi est arrivé, effectivement, comme un homme providentiel en 1992. Et puis après, comme par enchantement, il fait ami-ami avec le RDPC. Les faits sont là. Où sont les autres leaders? Moi, enfin pas que moi, mais la conception du PC n'est pas qu'il y ait un leader charismatique. Il faut des institutions fortes, démocratiques. Il faut un pouvoir où les différentes composantes de la société camerounaise puissent être, comment dirais-je, reconnues et puissent participer de ces différentes institutions, de ces différents pouvoirs, quand je dis ces différents pouvoirs, je dis au niveau central comme au niveau local. Et c'est ça qui permettra au Cameroun de se construire. Vous savez, l'histoire des leaders charismatiques, c'est toujours dangereux. Le leader charismatique, il est charismatique jusqu'au jour où il n'est plus. Enfin, je veux dire que... Et un pays ne peut pas se bâtir là-dessus. On peut être à un moment donné quelqu'un qui entraîne les masses, qui a du charisme, qui soulève un bon orateur, etc. Un bon tribun, d'accord. Mais leader charismatique, ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il faut des dirigeants reconnus, etc. On est d'accord. Bien sûr, la politique, elle est incarnée par des hommes et des femmes. Mais ceci dit, ce sont surtout les institutions qui construisent les pays. Et quand on voit tous les pays qui nous dominent aujourd'hui, que ce soit en Occident, les États-Unis, etc., ils ont des institutions fortes. Il faut qu'on construise nos institutions, il faut qu'elles soient démocratiques, il faut qu'elles soient représentatives des intérêts des Camerounais, des Africains. Je parle au niveau régional et continental. Et c'est ça qu'il nous faut, c'est ce qui nous tue, c'est ce qui nous manque. Les choses ne peuvent pas reposer sur un homme ou sur une femme. Le jour où cet homme et cette femme n'est plus là, tout s'écroule. C'est pas possible. Par conséquent, moi je pense que dans ce pays, le Cameroun c'est un pays magnifique. Magnifique du point de vue de sa diversité, sa géographie, etc. Mais magnifique aussi du point de vue de sa diversité en termes de population. C'est un concentré d'Afrique. On le sait, on le dit souvent dans les dépliants touristiques, etc. Et je crois qu'il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Il faut arrêter de se vanter, mais en même temps, il faut être conscient de nos forces, nos faiblesses aussi, certainement, mais on a le potentiel. Et je pense qu'il y a toute une... Comme vous disiez, le pouvoir a été confisqué par un groupe de caciques qui tiennent les rênes et qui ne les lâchent plus. Je veux dire que, bon, alors moi je suis pour la reconnaissance de l'apport de nos anciens, etc., pour le respect, etc. Mais ceci dit, à un moment donné, à 80 ans, voire plus, ou un peu moins, il faut laisser la place aux plus jeunes. Et je crois qu'on a un pays où il y a énormément de richesses, où les gens ont beaucoup de choses à apporter. On a beaucoup de cadres à l'extérieur qui font des choses magnifiques dans tout un tas de domaines et qui ne demandent qu'à apporter leur contribution à la construction de ce pays. Donc en fait, on peut dire que si on va vers les BRIC, vous avez parlé tout à l'heure, notamment la Russie, hein, les pays de l'Est, qui sont redevenus très puissants, hein, c'est-à-dire par l'entremise de la Russie, la Chine, etc. Parce que l'Occident est en train de décliner. Est-ce que ça permettra qu'on ait vraiment notre souveraineté? Et ce sont les qui peuvent le faire? Je mets bien les qui entre guillemets. Est-ce que ce sont nos dirigeants actuels qui le feront? Ou alors, justement, cette génération qu'on attend depuis des décennies? Bien, ce ne sera pas une surprise pour vous, ce que je vais vous répondre. Évidemment que ce ne sont pas nos dirigeants actuels qui ont bradé le continent depuis 50 ans. Je veux dire que, malheureusement, si c'était nos dirigeants actuels, on aurait déjà vu des résultats, et le résultat est totalement inverse de celui auquel on aurait pu s'attendre. On est le berceau de l'humanité, on est une des régions les plus riches du monde, je parle du continent. Par conséquent, si demain, on a à la tête de nos pays, mais alors,
entendons-nous bien, on n'a pas parlé de questions, de questions panafricaines. Or, l'UPC a toujours considéré qu'elle ne pourra s'en sortir que si d'autres pays africains se libèrent réellement également de leurs prédateurs. Ça veut dire que demain, on ne pourra pas être un pays construisant le Cameroun dans le sens des intérêts du pays et de la population si on est entouré de prédateurs. Par conséquent, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plusieurs pays africains à aller dans la même direction. Et moi, je pense que, bien sûr que c'est des hommes et des femmes qui auront pris conscience qu'aujourd'hui, notre seule voie de salut, c'est pas de faire valoir ses intérêts individuels. Les intérêts individuels, vous savez, ils ne valent que ce qu'ils valent, mais je ne vois pas comment, moi je ne sais pas comment on peut être heureux de son environnement quand c'est le désastre tout autour de soi. Comment on peut laisser un pays comme ça à ses enfants parce qu'on a accumulé beaucoup d'argent. Je veux dire que, évidemment, que ce sont les générations qui montent, qui vont promouvoir les intérêts du pays et les intérêts des Camerounais et des Africains. Ce ne sont pas nos dirigeants actuels, ça va de soi. Et je pense qu'ils en sont d'ailleurs de plus en plus conscients. Parce que, quand vous regardez justement ceux qui gagnent pas mal d'argent parfois à l'extérieur et qui font des projets en direction du pays, c'est évidemment pas pour accumuler plus de richesses, c'est parce qu'ils ont envie d'être utiles à leur pays. Alors, Madame Epagna, on va un peu parler de l'Afrique, hein, notamment avec la CPI, la Cour pénale internationale. Vous savez qu'à Addis Abeba, en Éthiopie, le 13 octobre prochain, il y a une rencontre des chefs d'État africains qui veulent quitter collectivement la CPI, hein, n'est-ce pas, le traité de Rome. Est-ce que vous pensez que vraiment ça se fera? Parce qu'actuellement, il y a 34 pays africains qui ont signé ce traité-là, le traité de Rome. Et maintenant, bon, ils accusent ce tribunal d'être un tribunal pour nègres. Ils veulent quitter ce tribunal. Vous pensez vraiment que ça se fera, que tous les chefs d'État africains vont valider ce retrait-là? Bon, d'abord un petit mot sur la CPI. C'est vrai que cette Cour pénale internationale apparaît comme réservée aux Africains, ce qui n'est pas évidemment normal et juste, mais c'est comme quand on parle de l'opinion internationale ou quand on parle des institutions internationales où l'Afrique est inexistante, n'est pas représentée dans ces instances-là. Ça relève de la même logique. Donc c'est vrai que l'existence de cette Cour pénale internationale pose problème. Mais ce serait bien la première fois que les chefs d'État africains s'entendraient pour prendre une position cohérente et forte à l'égard de l'Occident et à l'égard de leurs bailleurs de fonds. Donc, en ce qui me concerne, moi, je doute fortement qu'ils puissent être dans une posture où ils se positionneraient collectivement contre cette Cour pénale internationale, effectivement, qui les stigmatise très fréquemment. Et ça m'étonnerait qu'ils soient dans une démarche et une dynamique de rupture avec leurs bailleurs de fonds et avec tous ceux qui les soutiennent en prenant cette position. Très franchement, je doute. Pour conclure, donc, je voulais dire que j'invitais l'ensemble de mes compatriotes à lire notre programme politique, Le Cameroun doit changer, dans une Afrique en marche et un monde qui bouge, et également à prendre connaissance de notre manifeste municipal qui expose les propositions de l'UPC pour une gestion démocratique des communes. Et je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, pour nous, faire de la politique est une chose importante et noble qui devrait concerner l'ensemble de nos compatriotes et l'ensemble des Africains, des peuples africains d'ailleurs, et que ça ne peut pas se réduire à aller à la mangeoire, à aller compétir à des élections dont les dés sont pipés d'avance et dont les résultats sont connus d'avance. Sur ce, justement, chers téléspectateurs, merci encore une fois de votre fidélité.